Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Jade Licuy et je suis agente en mobilité chez Équiterre et je m'occuperai en fait de tout ce qui est aspect logistique relié à ce webinaire. Donc ce midi, nous allons présenter le programme de subvention provinciale Rouler Vert qui encourage l'acquisition de véhicules électriques et l'installation de bornes de recharge. Et qui de mieux pour nous présenter le programme que Stéphanie Brother. Donc, petite description, en fait, c'est une ingénieure chargée du programme Relais Vert. Elle est responsable du programme depuis septembre 2021. Diplômée de l'Université de Laval en sciences géomatiques, ses expériences en gestion de données et en gestion du territoire apportent une nouvelle dynamique dans la gestion du programme. Donc, dans un premier temps, elle parlera du contexte et des objectifs de la mise en place du programme pour après expliquer les caractéristiques qui définissent les 5 volets qu'il compose. Juste un petit mot pour dire qu'en fait, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Roulant électrique, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques. Celle-ci est coordonnée par Équiterre et rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, durant le webinaire, nous vous encourageons à poser vos questions dans le Q&A situé en bas de votre écran ou à lever votre main pour poser vous-même les questions. L'icône discuter servira uniquement à échanger avec les panélistes ou avec les autres participants. Donc, on prendra uniquement les questions qui sont dans le Q&A. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Stéphanie. Merci. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter le programme Rouler Vert. Ça sera pas long. Donc, c'est ça, c'est comme Jade a dit, là, c'est Roulon électrique avec Équita. Donc, mon ordre de présentation, comme je vous disais, je vais vous présenter brièvement les dernières annonces gouvernementales. Ensuite, les différents objectifs du programme, puis je vais parler plus en détail là, du programme Rouler Vert, avec les critères d'admissibilité et les conditions selon les différents volets. Donc, pour faire une histoire courte, là, le programme sort du plan pour une économie verte. Donc, le plan pour une économie verte, c'est les différents engagements du gouvernement du Québec à l'égard de l'électrification des transports. L'objectif visé, c'est d'obtenir près de 2 millions de véhicules électriques en 2030, d'interdire la vente des véhicules à essence en 2035, ça c'est la norme VZ1. Puis, le programme Rouler Vert a été prolongé jusqu'en 2028. Ça a été annoncé tout récemment dans le plan de mise en œuvre, ou plus exactement le PMO. Le budget qui est octroyé, c'est un budget de 982 millions là, sur une période de 2023 à 2028. Donc, sans plus tarder, parler du programme Rouler Vert. Donc, le programme Rouler Vert vient tout juste d'être mis à jour. Donc, le cadre normatif est accessible là, depuis le 18 avril 2023. Puis, on a également mis à jour notre site web de Rouler Vert qui a fait peau neuve le 23 mai dernier. L'adresse est maintenant sur québec.ca sous le titre Aide financière véhicules électriques. Donc, les objectifs du programme sont bien sûr de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports routiers en facilitant l'acquisition de certains véhicules électriques neufs ou d'occasion, puis en donnant des aides financières également pour les bornes de recharge. Donc, le programme Rouler Vert est composé de 5 volets. Il y a un volet qui est véhicule neuf, électrique neuf, qui est soit pour les véhicules entièrement électriques, les véhicules hybrides rechargeables, les motocyclettes ou les scooters électriques. Ensuite, un autre volet sur les véhicules entièrement électriques d'occasion. Il y a un troisième volet sur la recharge des bornes de recharge à domicile. Le quatrième volet pour les bornes de recharge pour les bâtiments en multilogement. Puis le dernier, c'est les bornes de recharge au travail. Donc, si je passe au volet 1, qui est le volet des véhicules neufs,
pour les incitatifs offerts, c'est en achat ou en location à long terme, soit 12 mois et plus ou plus. C'est selon la capacité de la batterie. Les incitatifs vont jusqu'à 7 000 pour les véhicules entièrement électriques, 5 000 pour les véhicules hybrides rechargeables, puis 2 000 pour les motos et 500 pour les motos à basse vitesse. La location de son bar est modulée en fonction de la durée puis le type d'usage. Puis la pleine valeur est atteinte pour des locations de 48 mois et plus. Vous pourrez consulter la liste des véhicules neufs admissibles via notre site Internet, là, l'aide financière pour les véhicules électriques. Donc, si on y va au niveau des demandeurs qui sont admissibles, c'est des personnes qui résident au Québec, des entreprises qui sont immatriculées au registre des entreprises du Québec, une municipalité ou un organisme public qui est autre qu'un ministère et organisme. Puis, pour les demandeurs qui prévoient faire des demandes d'aide financière pour 3 véhicules ou plus dans une même année financière, on considère ça comme des propriétaires de parcs de véhicules. Les véhicules admissibles pour le volet véhicule neuf, c'est des véhicules qui sont inscrits sur la liste des véhicules. C'est des véhicules qui sont munis d'une batterie de 8 kWh ou plus. Puis, c'est jusqu'au 1er avril 2022, c'était des véhicules qui avaient un prix de détail suggéré par le fabricant, soit le PDSF, inférieur à 60 000. Tout récemment, ça date du 1er avril 2022, mais là, on a augmenté notre PDSF à 65 000. Donc, tous les véhicules inférieurs à 65 000 à partir du 1er avril 2022 sont maintenant admissibles. Puis, également, là, un critère très important pour les véhicules électriques neufs, c'est qu'il doit être immatriculé au Québec pour la première fois. Donc, la manière de fonctionner pour participer au programme, c'est soit d'obtenir directement le rabais via le concessionnaire qui s'est appliqué sur le contrat, ou encore de faire votre demande vous-même là, via le site de service en ligne. Donc, pour justement s'inscrire au service en ligne, c'est à partir du site web du programme. Vous allez dans le service en ligne du programme, puis ensuite, vous suivez les instructions qui sont affichées à l'écran. Les pièces justificatives que vous devez fournir pour faire lors de votre demande, c'est le contrat d'achat ou de location du véhicule. Ça va inclure le nom, l'adresse, il doit être signé. Il y a également une pièce justificative qui s'appelle la description du véhicule neuf. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre concessionnaire. Ensuite, au niveau des documents qui sont fournis par la SAC, soit la Société de l'assurance automobile du Québec, c'est le document qui s'appelle service reçu. Seul le certificat d'immatriculation n'est pas accepté. Fait que vous devez fournir également le document service reçu. Puis si vous ne l'avez pas, vous devez fournir le dossier du véhicule qui est disponible soit auprès de votre concessionnaire ou de la SAC. Prenez note qu'il y a des frais qui peuvent être demandés par les différents fournisseurs là, pour obtenir ces documents-là. Puis, si vous avez fait l'acquisition de votre véhicule chez un concessionnaire qui est hors Québec, vous devez absolument fournir l'historique du véhicule, soit un rapport comme Carfax là, pour compléter votre demande d'admissibilité au programme. Donc, ça fait le tour pour les véhicules neufs. Je vais passer aux véhicules d'occasion, à moins qu'il y ait des questions sur les véhicules neufs. Jade, est-ce que tu en as? Oui, alors on a une question d'Alex Rondin qui demande est-ce que le seuil d'admissibilité de 65 000 pour véhicules neufs sera augmenté de nouveau prochainement? Pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. On vient tout juste de le monter à 65 000. Puis pour ceux qui ont suivi un peu la situation, ça a pris quand même un certain temps avant que ça soit
qu'on le mettra en place. Donc, ce n'est pas dans les plans pour l'instant de la part de de nos autorités d'augmenter le seuil du PDSF à plus de 65 000. Là. Sinon, on a aussi un commentaire de Guy Lajoie qui dit le programme de subvention devrait tenir compte de la consommation électrique et du poids des véhicules pour décourager l'achat et la vente de VUS énergivores. Est-ce que tu aurais une opinion sur ça? Non, je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est un commentaire pertinent, mais c'est pas présentement regardé là, au niveau du programme. Ok, merci beaucoup. Puis sinon, une dernière question, après on pourra continuer. C'est une question de Brunette Maurice qui dit, est-ce que les taxes à l'achat du véhicule entièrement électrique sont calculées sur le prix d'achat avant la déduction des subventions gouvernementales? Il me semble que non. Là, je pourrais aller chercher l'information plus en détail, là, mais il me semble que c'est calculé, la subvention, elle est offerte avant le calcul des taxes là, par le concessionnaire. Mais je vais aller aux informations, puis je pourrais te transmettre la réponse là, pour compléter là, au niveau du webinaire, donner la bonne information aux, euh, euh, aux, euh, aux gens qui sont ici. Ok, super, merci. Donc, si on y va au niveau des véhicules d'occasion, les incitatifs offerts, c'est toujours soit c'est à l'achat à long terme, selon la capacité de la batterie. Puis, seulement pour les véhicules entièrement électriques on va obtenir jusqu'à 3 500 $, c'est soit 50 d'un véhicule neuf. Puis, il n'y a aucun rabais pour les VHR, les ME ou les MBLE. Puis, il n'y a pas de location non plus là, qui est offerte pour les véhicules d'occasion. Il n'y a pas d'aide financière pour de la location de véhicules d'occasion. Puis, les véhicules d'occasion sont admissibles sont sur une liste qui est disponible via notre site web là, de rouler du programme. Donc, les demandeurs admissibles aux véhicules d'occasion sont sensiblement les mêmes que pour les véhicules neufs. Donc, c'est une personne physique qui réside au Québec, une entreprise immatriculée, une municipalité ou encore un organisme public autre qu'un ministère ou organisme. Puis encore là, l'aide financière pour 3 véhicules ou plus, les demandeurs sont considérés comme des propriétaires de parcs de véhicules. Là. Donc, si on y va pour les principaux critères pour l'achat, donc les véhicules qui sont admissibles, c'est des véhicules qui sont inscrits sur la liste des véhicules d'occasion. Ils doivent être encore là munis d'une batterie de capacité de 8 kWh ou plus. Puis la même chose là, pour les véhicules d'occasion avant le 1er avril 2022, c'est des PDSF inférieurs à 60 000. Puis à partir du 1er avril 2022, c'est les véhicules qui sont immatriculés depuis le 1er avril 2022. C'est un PDSF inférieur à 65 000. Pour les d'autres critères, dans l'ancienne version du programme, c'était les véhicules qui étaient âgés de 3 à 4 ans selon l'année modèle, puis qui étaient immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 18 avril, qui étaient admissibles seulement. Puis récemment, on a rajouté les véhicules qui étaient âgés de 1 à 4 ans selon leur année modèle, qui sont bien sûr immatriculés depuis le 18 avril 2023, qui est l'entrée en vigueur du nouveau cadre normatif. Toujours important de faire inspecter et évaluer la capacité résiduelle de la batterie par rapport à la capacité initiale pour être admissible. Puis, ce qui est très important aussi au niveau des véhicules d'occasion, c'est qu'ils ne doivent pas avoir été immatriculés une première fois au Québec ou avoir reçu une aide financière dans le cadre de Rouler vert. Ce qu'on offre, les aides financières sont associées aux véhicules et non aux demandeurs.
Donc, si le véhicule a été immatriculé une première fois au Québec, a déjà reçu une aide financière, il n'est plus admissible au programme au volet des véhicules d'occasion. La même chose au niveau des modalités de participation, c'est soit vous obtenez le rabais via le concessionnaire ou encore vous faites votre demande vous-même par le service en ligne. C'est encore la même façon de fonctionner, soit d'aller sur le site au niveau de l'onglet service en ligne du programme, puis de suivre les instructions qui sont indiquées à l'écran. Les pièces justificatives pour les véhicules d'occasion, c'est de fournir le contrat d'achat ou de location, le document de service reçu, puis le dossier du véhicule, puis la preuve d'inspection de la capacité résiduelle de la batterie. Ça faisait le tour pour les véhicules d'occasion. J'imagine qu'il y a également des questions à ce niveau-là. Donc, je te laisse la parole, Jade. Oui, alors on a une question de Brunel Maurice qui dit pour l'achat d'un véhicule usagé, j'ai posé la question au concessionnaire Hyundai de ma région s'il y avait des subventions gouvernementales et on m'a répondu non. Est-ce que les concessionnaires sont avisés qu'il y a des subventions car ça ne semble pas être le cas? Oui, les concessionnaires sont avisés qu'il y a du programme. Nous, on est tout le temps en contact avec eux, soit via le service en ligne qu'on envoie des communiqués ou encore auprès de l'association des concessionnaires qu'on est en communication régulière avec eux. C'est sûr que au niveau des véhicules d'occasion, les subventions sont plus difficiles à obtenir vu que le véhicule ne doit pas avoir été immatriculé une première fois. Mais je vous inviterai à consulter le site Internet là, du programme pour regarder toutes les informations qui s'y trouvent ou encore d'appeler notre service à la clientèle là, qui se fera un plaisir de vous accompagner, de répondre à vos questions là, à ce niveau-là. Je vais donner le numéro de téléphone là, à la fin de la présentation, là, parce que je ne le connais pas par cœur. Donc, c'est tout pour cette question. Oui, puis on aura une dernière question. En fait, quelqu'un demande, est-ce que les véhicules de démonstration sont considérés comme des véhicules d'occasion ou neufs? Ça dépend toujours au niveau des démonstrations. Je vais juste aller chercher l'information là, pour la donner exactement. C'est au niveau des démonstrateurs. Ils doivent avoir certains, il y a des critères pour les démonstrateurs. Là, ce sera pas long. J'y arrive. Donc, pour les démonstrateurs, c'est pour les véhicules entièrement électriques, les hybrides rechargeables, c'est 10 000 km et moins. Pour les motos, c'est 2 000. Puis pour les motos à basse vitesse, c'est 1 000. Ok, super, merci pour les informations. On va prendre juste encore une dernière question. Donc, Oui. Eric Gosselin qui dit, si j'achète un véhicule usagé dans un concessionnaire et immatriculé au Québec, je n'ai pas le droit à une subvention? Non, c'est ça. Ils ne doivent pas avoir été immatriculés une première fois au Québec pour être admissibles aux véhicules d'occasion. Comme je disais, c'est pas c'est c'est le véhicule qui est souvent qui a une aide financière dessus et non le demandeur. Fait que c'est vraiment au niveau du véhicule, dès que le véhicule a été une première fois a reçu une première fois une aide financière, pour nous, il l'a reçu, donc on n'en offre pas une deuxième. Ok, super, merci beaucoup. Tu peux continuer. Parfait. Donc, si on y va avec le volet des bornes à domicile, donc le volet des bornes à domicile, c'est un forfaitaire de 600 à l'achat. Donc, c'est une acquisition installation pour obtenir le forfaitaire de 600 $. Puis, ce qui est nouveau, c'est que ce qui n'était pas admis avant, c'était les locations à long terme. Donc, maintenant, si vous désirez, plutôt que d'acheter votre borne, faire une location de 36 mois et plus, vous obtiendrez également un forfaitaire de 600 $.
Donc, comme je disais, pour une moins de 36 mois, on n'offre pas d'aide financière pour la location. Puis, c'est ça, la liste des bornes admissibles au programme est également sur notre site web là, du programme. Puis, juste pour votre information, l'admissibilité des bornes tient compte de certains critères qui soit que la borne doit être neuve, la borne doit être certifiée pour le Canada, puis la borne doit être de niveau 2. Donc, on ne considère pas le prix quand les fabricants ou les distributeurs nous envoient les demandes de bornes pour les mettre admissibles à notre programme, le prix n'est pas un élément qu'on considère. Donc, c'est vraiment juste au niveau que la borne qu'elle soit neuve, qu'elle soit certifiée, puis qu'elle soit des niveaux 2. Là. C'est la même chose aussi au niveau des véhicules. Si vous trouvez des véhicules qui ne sont pas sur notre liste, c'est parce que le fabricant ne nous les a pas transmis. Ça fonctionne vraiment de cette manière-là. C'est le fabricant manufacturier qui nous transmet les véhicules qu'il veut rendre admissibles sur notre liste. Oups. Donc, les demandeurs admissibles pour les bornes à domicile, c'est des demandeurs qui ont préalablement acquis un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable ou une moto. C'est des personnes physiques qui résident au Québec dans un bâtiment qui est admissible à l'installation de la borne. Une entreprise immatriculée au registre des entreprises du Québec, une municipalité, un organisme public autre qu'un ministère organisme ou une entreprise immatriculée au registre des entreprises du Québec dont un de leurs employés a... ah non, c'est vrai, c'est que dont c'est ça, dont un de leurs employés a un véhicule électrique qui lui a été fourni par la compagnie puis dont ils veulent de mettre en place une borne pour la recharge. Donc, les bâtiments qui sont admissibles, c'est bien sûr des bâtiments qui sont situés au Québec puis qui sont principalement utilisés à des fins résidentielles. Une note bien importante, là, c'est important pour l'installation d'une borne, c'est que le montant total minimal doit être de 600 avant les taxes applicables et déboursé par le demandeur pour l'acquisition et l'installation de la borne pour que ça soit admissible. Donc, si vous avez une borne de moins de 600 et vous n'avez pas d'installation, vous ne serez pas admissible au programme. Il faut vraiment que votre borne et votre installation soient de plus de 600 pour être admissible. Puis, c'est très important aussi que le véhicule soit en possession du demandeur lors de la demande pour une borne. Donc, la même manière pour les modalités de participation, la demande doit être soumise par l'acheteur via le service en ligne. Vous allez sur le site, vous allez sur le service en ligne, puis vous suivez les instructions pour faire la demande de votre borne. Les pièces justificatives qui sont nécessaires, c'est la preuve d'achat ou de location de la borne et les preuves d'installation. Il y a certains bâtiments qui ont déjà les prises de 240 volts pour à l'extérieur ou dans le garage pour l'installation de la borne, donc ils n'ont pas besoin de passer par un électricien. Dans ce cas-ci, pour être admissible au programme, ils doivent nous fournir des photos dont on voit la borne, on voit la prise, puis on voit une vue d'ensemble de l'habitation avec l'adresse pour compléter la demande. Ça fait le tour pour borne à domicile. Ok, super. Ben, on a une question de Amélie Nadeau qui demande si je fais l'acquisition d'un véhicule électrique en 2023 ou 2024, une borne installée en 2022 sera-t-elle admissible? Il y a des dates pour les admissibilités des bornes. Là. C'est que ça ne sera pas long, là, je vais vous la donner. Là. Borne de recharge à domicile. Là. Ouais,
les dépenses doivent avoir été effectuées à partir du 1er janvier 2020. Donc, si sa borne a été achetée en 2022 et installée en 2022, puis qu'elle elle a toutes les preuves encore, même si le véhicule est plus loin, finalement est acheté en 2023, la borne pourrait être admissible, en effet, au programme. Bien sûr, là, je dis pourrait parce que ça prend une analyse là, avec toutes les pièces justificatives là, pour confirmer le tout, mais elle me semblerait être admissible. Ok, super. Ben, on a d'autres questions, mais c'est plus pour les véhicules, donc on les prendra vers la fin. Je te laisse continuer. Parfait. Donc, on est rendu au volet pour bornes pour les bâtiments en multilogement. Dans ce cas-ci, au niveau de l'achat, vous avez 50% des coûts d'acquisition et d'installation jusqu'à concurrence de 5 000 $. Là, j'utilise le terme connecteur. Il faut comprendre que la borne, c'est la structure, puis certaines bornes contiennent 2 connecteurs, donc 2 pistolets. À ce moment-là, on calcule ça vraiment au niveau des pistolets. Mais pour les bornes, souvent, qui sont utilisées en résidentiel, il y a juste une petite boîte avec seulement un pistolet. Donc, juste faire la différence. Pour ça, des fois, j'utilise le terme connecteur. Puis, au niveau de la location, on parle de 500 $ pour la borne et 50% du coût de l'installation qui peut aller jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour la borne avec le connecteur. Donc, aussi de prendre en note que il y a certains demandeurs au niveau du multilogement qui peuvent être d'autres que des particuliers, soit des gestionnaires d'immeubles, des syndicats de copropriété. Donc, dépendamment du nombre de logements qui est dans le bâtiment, les montants maximaux d'aide financière varient. Donc, pour du 3 à 9, c'est 20 000 $, du 10 à 19, c'est 40 000 et du 20 et plus, c'est 49 000. Toujours au niveau de multilogement, c'est les mêmes bornes qui sont admissibles que pour les bornes à domicile. Donc, vous les retrouverez sur notre site. Comme je disais, les demandeurs admissibles pour le bâtiment multilogement, c'est soit une personne physique qui réside au Québec qui est dans un bâtiment admissible qui est propriétaire d'un multilogement admissible, une entreprise matriculée qui est soit un promoteur, un propriétaire, un gestionnaire d'un multilogement admissible, un syndicat de copropriété ou encore, dans ce cas-ci, une personne physique qui réside dans un bâtiment multilogement qui a acquis un véhicule électrique, entièrement électrique, hybride rechargeable ou une motocyclette et peut être admissible. Ou encore une entreprise immatriculée au registre des entreprises du Québec qui a un employé qui habite dans un multilogement puis qui utilise un véhicule fourni par la compagnie. Les bâtiments qui sont admissibles pour le multilogement, c'est toujours des bâtiments qui sont situés au Québec, qui comportent 5 logements ou plus. Et tout nouvellement, on a inclus les 3 ou 4 logements si le bâtiment a été construit avant le 1er octobre 2018. Parce qu'à partir de cette date-là, il y a eu des changements dans le code de construction du bâtiment qui obligeait le constructeur à installer une entrée là, pour une recharge éventuelle de véhicules électriques. Donc, tous les bâtiments qui ont été construits avant n'ont pas cette particularité-là. Fait que c'est pour ça qu'on les a ajoutés dans notre programme là, pour essayer de les aider le plus possible. Il doit aussi comporter un aire de stationnement regroupé en espace commun, puis avoir un usage résidentiel ou mixte. Vous comprendrez que il arrive dans certains endroits que à l'étage, au rez-de-chaussée, c'est des commerces, puis en haut, c'est des logements. Donc, c'est pour ça que ces bâtiments-là sont également admissibles. Puis, bien sûr, là, nous autres, ce qu'on regarde là, pour un multilogement, pour le rendre admissible, c'est que le bâtiment, c'est l'enveloppe du bâtiment, puis la présence d'aires de stationnement regroupées en espace commun.
Les dépenses qui sont admissibles pour les bâtiments en multilogement, c'est bien sûr l'achat et la location de la borne à partir du 1er janvier 2020. L'installation, toujours à partir du 1er janvier 2020. Puis, tout nouvellement, c'est les honoraires de services professionnels pour la conception de solutions de recharge, la préparation des plans, les coûts d'acquisition d'un appareil ou d'un logiciel qui permet la gestion de l'énergie ou encore les permis nécessaires aux travaux d'installation. Mais ça, c'est juste depuis le 18 avril 2023 qui sont admissibles. Puis, c'est comme je disais, les demandeurs, les promoteurs qui décident de faire d'installer des bornes, une série de bornes dans leur multilogement, elles peuvent également ajouter des coûts qui sont liés à l'infrastructure de futures bornes. Donc, il n'y a pas la borne encore, mais il y a l'infrastructure électrique pour des futures bornes, donc ce qu'on appelle le surdimensionnement. Ceux-ci sont effectués à partir du 1er janvier 2021. Ils sont admissibles aussi, ces dépenses-là. Les modalités de participation, c'est comme pour borne à domicile, la demande doit être soumise par l'acheteur. Puis, une particularité, il n'y a pas de service en ligne encore pour le multilogement. Donc, vous devez, pour soumettre une demande en multilogement, aller dans l'onglet « Soumettre une demande », de remplir le formulaire d'aide financière, puis là, le transmettre via l'adresse borne multilogement commercial mern.gouv.qc.ca. Les pièces justificatives pour les bornes pour un bâtiment multilogement, c'est bien sûr la preuve d'achat ou de location de la borne, la preuve d'installation. Pour les particuliers qui font une demande, ça prend le numéro d'identification du véhicule, le service reçu qui est fourni par la SAC. Ensuite, un extrait de la déclaration de copropriété pour confirmer le nombre de logements qui est inclus dans le bâtiment. Puis ensuite, des photos des bornes qui sont installées, puis de son infrastructure. Et dans certains cas, les preuves de paiement. Pour les bornes, pour les photos, ce qui est important que nous, on voit, c'est la borne avec l'espace de stationnement, le bâtiment, puis toute l'infrastructure électrique, le transformateur, panneaux de distribution, etc. Là, c'est des éléments qui sont on demanderait à voir là, pour finaliser l'approbation de la demande. Ça fait le tour pour le volet multilogement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, on en a quelques-unes. En fait, il y a une question de Sylvain qui demande pour les programmes en fait, qui couvrent les multilogements. Est-ce que c'est tous les multilogements, y compris les duplex et les triplex? Non, seulement les triplex puis les quadruplex sont inclus s'ils ont été construits avant le premier, pas le premier, mais le octobre 2018. Ceux-là, on les considère. Si c'est après, ils ne sont pas admissibles. Puis les duplex ne sont pas admissibles non plus. C'est seulement pour les 3 ou 4 logements avant le 1er octobre 2018. Puis sinon, c'est du 5 logements et plus. OK, super, merci. Puis sinon, on a une autre question de Divini. Donc, dans une bâtisse de 10 logements, est-ce qu'il y a un minimum de bornes à installer pour avoir droit à la subvention ou une seule, ça suffit? Une seule, s'il y a une seule borne qui est installée, la demande peut être soit faite par le particulier qui a acheté la borne. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu comme borne à domicile, mais vous devez fournir le numéro d'identification du véhicule parce que bien sûr, la borne est associée au numéro d'identification du véhicule. Donc là, c'est une demande qui est faite par un particulier. Puis, elle est admissible. Là, la personne va avoir 50% de son achat installation pour la borne. Puis, dans le cas, sinon, si c'est le gestionnaire d'immeuble, le syndicat de copropriété qui fait la demande, là, dans ce cas-ci, le numéro d'identification du véhicule n'est pas nécessaire. Puis, la demande peut être faite pour une borne, 2 bornes, 3 bornes. Il n'y a pas de maximum ou de minimum, finalement. Mais ça va dépendre, par exemple, pour le gestionnaire d'immeuble, le maximum d'aide financière qu'il va obtenir va dépendre du nombre de bornes qu'il installe. Donc, il y a beau être dans le 3 à 9 logements,
puis avoir accès à 20 000 $. Mais s'il y en a une seule borne, il va être limité à 5 000 parce que c'est le maximum qu'on peut donner pour une borne. Puis bien sûr, là, juste pour être bien clair à ce niveau-là, si vous avez acheté votre borne à 1 000 $ et vous avez fait installer, votre installation vous a coûté 2 000 $, donc ça donne un total de 3 000. Nous, on fait 50 de ça, donc vous allez obtenir 1 500 $. Vous n'obtiendrez pas 5 000. Le 5 000, c'est si ça va. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 5 000 si, par exemple, votre borne puis votre installation est au-delà de 5 000 $. Mais autrement, c'est 50 là, qui prédomine. Ok, super, merci Stéphanie. Puis une dernière question en fait, c'est quelqu'un d'anonyme qui nous écrit, j'ai bien compris qu'il fallait recevoir le véhicule pour faire la demande de borne. Que fait-on des délais d'installation? Je pense Euh, qu'il dit par rapport à l'installation, est-ce que ça prend du temps? Ça, je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là. Je sais qu'il y a quand même plusieurs demandes, puis les électriciens sont assez occupés. Fait que je ne connais pas les délais d'installation pour l'installation d'une borne. Je sais que dépendamment là, des sortes de bornes, il y en a aussi des fabricants qui ont eu un certain délai là, dans la distribution, mais je pense que c'est relativement revenu à la normale à ce niveau-là. Mais au niveau des électriciens, je ne le sais pas. Mais par contre, là, vous avez, comme la question antérieure, là, si la borne, elle a été, vous avez quand même un certain délai, là, on ne ferme pas le programme demain, là, fait il y a pas de. Je pense qu'il n'y aura pas d'enjeu à ce niveau-là, là. Ok, super. Puis on va prendre une dernière question. Donc, en installant juste l'infrastructure électrique, donc les nouvelles entrées au contrôleur de charge, sans borne de recharge, est-ce que on peut avoir accès à la subvention? Pas pour l'instant, non. Le programme est vraiment axé, lié à une borne. Donc, il faut nécessairement avoir la borne pour pouvoir obtenir une subvention pour l'infrastructure électrique. Par contre, je vais vous il y a des éléments qui s'en viennent dans les prochains mois, années, pour pallier à cette particularité-là, parce qu'on est conscient que l'infrastructure coûte excessivement cher, surtout dans le multilogement. Donc, on est en train de regarder là, pour faciliter la tâche là, aux différents promoteurs, gestionnaires d'immeubles, etc., là, pour les aider au niveau de l'infrastructure. Mais vraiment, là, actuellement, le programme, de la façon dont il est monté, ça prend absolument des bornes pour être admissible à une aide financière. Ok, super. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Parfait. Donc, si je vais avec le dernier volet qui est borne au travail. Donc, dans le cas de borne au travail, c'est la même chose que pour le multilogement. L'achat est à 50 pour les coûts d'acquisition et d'installation jusqu'à concurrence de 5 000 $. Au niveau de la location, c'est 500 pour la borne et 50 des coûts d'installation. La somme maximale de l'aide financière pour un bâtiment admissible en borne au travail est fixée à 49 000 par exercice financier. Puis encore là, la liste des bornes, elle est disponible via le site web du programme. Donc, les demandeurs qui sont admissibles à borne au travail, c'est des entreprises immatriculées au registre des entreprises du Québec, c'est une municipalité ou encore des organismes publics autres que des ministères et organismes. Donc, les bâtiments qui sont admissibles dans le cas de borne au travail, c'est des bâtiments c'est tout établissement situé au Québec, à l'exception de celui qui sert exclusivement à un usage résidentiel. Donc, ça prend un autre usage que une résidentielle pour être admissible à borne au travail. Puis c'est ça, c'est un établissement qui sert pour l'exploitation du fonctionnement d'une entreprise, d'une municipalité ou d'un organisme. Puis dans le cas d'un établissement qui est situé dans un bâtiment qui comporte une partie de l'usage résidentiel, vous devez fournir des documents là, qui démontrent que l'usage est reconnu
qui n'est pas exclusivement résidentiel. Donc, je vais prendre un exemple, là, ça peut être soit un compte de taxes qui va avoir une section taxe commerciale ou encore le compte d'hydro qui va être qui comprend le tarif G, qui est le tarif des entreprises, ou encore l'évaluation foncière qui est une catégorie qui met que c'est non résidentiel. Ça, c'est le genre de pièces justificatives que vous devrez fournir là, si, par exemple, vous avez votre entreprise dans votre résidence puis vous voulez adhérer au programme Borne au travail. Les dépenses qui sont admissibles, encore là, c'est les achats, location ou les travaux liés à l'installation qui ont été effectués depuis le 1er janvier 2020. Puis encore là, les honoraires de services professionnels, les coûts d'acquisition d'un appareil de gestion de l'énergie ou les permis, c'est depuis le 1er avril, le 18 avril 2023. Puis là encore, là aussi, les demandeurs, là, c'est au niveau de borne au travail, les couliers au surdimensionnement sont c'est nouvellement arrivé. Là, donc, si une personne veut rajouter de l'infrastructure, il est admissible au niveau de ces dépenses-là. Donc, au niveau de la modalité de participation, encore là, c'est une demande qui est soumise par l'acheteur. Également, comme le multilogement, vous devez remplir un formulaire et le transmettre cette fois-ci à l'adresse branchée au travail à commercial mern.gouv.ca. Puis, les pièces justificatives, c'est la preuve d'achat ou de location de la borne, les preuves d'installation, les photos, puis les preuves de paiement. Encore là, les photos, ben, c'est des photos, on ne veut pas seulement la borne, on veut avoir la borne, le stationnement, la bâtisse, l'infrastructure, là. Pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter notre site web là, qui est sur québec.ca de financière véhicules électriques. Vous y retrouverez aussi le cadre normatif qui comprend toutes les informations sur lesquelles on se base pour traiter des demandes. Vous pouvez toujours vous informer via l'adresse courriel rouler.électrique@commercialmern.gouv.ca ou encore au niveau du service à la clientèle au 1-866-266-0008. C'est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça. Donc, j'en suis rendue à la question. Avez-vous des questions? Oui, donc on va prendre en fait toutes les questions qui ont été retenues à ce niveau, à ce stade. Donc on a une question d'André Saint-Pierre qui demande, ben, il a reçu une subvention en 2020, est-ce qu'il a le droit à une subvention pour un véhicule neuf? Je comprends pas totalement la question. En fait, il demande s'il peut avoir une subvention s'il a il a déjà reçu pour un véhicule, mais s'il achète un nouveau véhicule, est-ce Ah qu'il aura oui, oui, droit à la même? totalement. Tu sais, tout véhicule qui n'a jamais été immatriculé au Québec peut obtenir une subvention. Donc, vous avez acheté un véhicule en 2020, vous le vendez, vous en achetez un nouveau en 2023, vous êtes de nouveau admissible. C'est complètement un nouveau numéro d'identité. Le nouveau niveau là, de véhicule. Fait que oui, totalement. Comme je dis, c'est le véhicule qu'on offre une aide financière dessus. Donc, lui, tant qu'il n'en a jamais reçu, il peut l'avoir. Ok, super. Donc, une autre question. Si on décide de vendre le véhicule avant 12 mois lors d'un achat, est-ce qu'on doit rembourser la subvention? Oui, c'est possible. Ça, on y va. On étudie les demandes, puis par la suite, on fait les démarches en conséquence. Ok, super. Puis, une autre question. L'achat d'un véhicule électrique neuf aux États-Unis et puis importé au Québec est-il admissible à la subvention? Ça,
pour les véhicules, je sais que pour les véhicules hors Québec, là, quand on achète un véhicule en Ontario, oui, c'est admissible. Par contre, pour celui des États-Unis, je vais devoir me réinformer là, auprès de mes autorités à savoir si c'est possible ou non. Juste prendre peut-être en note la personne, puis on pourra répondre là, plus tard. Ok, oui, c'est bon, j'ai pris en note son prénom. Sinon, une autre question par rapport aux véhicules d'occasion, c'est pouvez-vous expliquer, oh, plus des véhicules neufs, pouvez-vous expliquer pourquoi vous demandez un Carfax si le véhicule est neuf, achat ou location à l'extérieur du Québec? C'est important parce qu'on va être sûr que le véhicule n'a jamais été immatriculé une première fois. Il doit être, tu sais, on veut, parce que ça peut arriver, par exemple, que là, c'est des suppositions totalement, là, c'est la personne, elle achète d'un concessionnaire ailleurs qu'au Québec, mais tu sais que le véhicule a déjà été passé par le Québec, a déjà été immatriculé, et là, il est acheté mettons, en Ontario, puis il ne le sait pas. Même le concessionnaire pourrait ne pas le savoir. Nous, c'est vraiment des éléments qu'on regarde. Là, on veut être certain de pas subventionner un véhicule qui a déjà été immatriculé une première fois. Ok, super, merci. Une autre question, on va vraiment les faire à la suite. Donc, est-ce que une personne est admissible au programme pour les voitures et ou bornes si cette personne envisage l'utilisation de son véhicule pour l'autopartage? Ben, le véhicule, oui, s'il répond aux critères, il est admissible. Là. Tu sais, nous, on ne pose pas de questions à savoir qu'est-ce que la personne va faire avec le véhicule ensuite. Là. Donc, si elle veut le partager, il n'y aurait pas de problème. Puis au niveau des bornes, là, c'est ce qui est important, c'est de savoir c'est que c'est pour un usage privé. C'est un usage qui est non, tu sais, c'est pas des bornes publiques. Donc, tu sais, si c'est utilisé pour le véhicule dont tu sais, c'est associé, il n'y aurait pas de problème. Mais, euh, mais c'est sûr que tu sais, nous autres, le but visé, c'est pas de faire, c'est pas on subventionne pas des bornes publiques. Donc, tu sais, si vous allez, par exemple, là, aux Galeries de la Capitale ou dans tout autre dépanneur qui ont des bornes. T'sais, nous, on ne les a pas subventionnées, ces bornes-là. C'est vraiment des bornes qui ont été qui sont exploitées, donc qui sont payantes. Donc, nous autres, c'est ça. Mais dans ce cas-ci-là, ça serait probablement admissible là, parce qu'il n'y aurait pas ça ne serait pas n'importe qui viendrait se charger dessus, ce serait seulement l'utilisateur de la voiture. Là. Ok, merci. Une autre question. Donc, si j'ai une maison de campagne, est-ce que je peux avoir deux subventions pour deux bornes? Je pense que oui. Une maison une maison en campagne? Oui. Ben oui, ben, tu sais, vous pouvez avoir si vous voulez deux bornes, il doit avoir deux véhicules. Parce que pour les bornes à domicile, c'est vraiment ah oui, je comprends, c'est que la personne elle a une maison en campagne puis elle a une maison à l'extérieur. Non, c'est seulement si vous avez deux véhicules, vous pouvez en effet installer une borne dans votre maison de campagne puis une borne dans votre résidence principale, mais il faut qu'il y ait absolument deux véhicules parce que les bornes sont associées au véhicule. Donc, si nous autres, on a déjà pour le même demandeur, là, l'identifiant du véhicule a déjà été associé à une borne, on n'en subventionne pas une deuxième. Mais par exemple, si vous vendez votre véhicule puis, mettons, par exemple, à votre voisin, puis le voisin fait une demande de subvention pour sa borne, lui, il va être admissible parce que ce ne sera pas le même demandeur, ce ne sera pas la même adresse. Mais vous ne pouvez pas obtenir deux subventions pour associer au même véhicule pour des bornes. Ok, merci. Une autre question. Donc, qu'en est-il pour les bornes de niveau 3 pour les entreprises? Est-ce qu'il y aurait des subventions?
Oui, totalement. Pour nous, on n'appelle pas ça des niveaux 3, là, c'est vraiment des bornes rapides à courant continu. Les BRCC, si vous êtes plus familier avec l'acronyme. Mais au niveau de ça, c'est dans le programme Transporter vert que c'est admissible. Ces bornes-là. Également, là, il y a une liste là, des bornes admissibles qui est présentée. Je pourrais vous transmettre là, le lien là, vers la page web là, de Transporter Vert qui pourrait vous donner toutes les informations là, pour ce qui concerne les bornes rapides en courant continu. Mais dans le cadre du programme Rouler vert, on parle vraiment juste de bornes de niveau 2, sauf donc les 19,2 km/h et moins. Ok, merci. Une autre question. Donc, lorsqu'un syndicat de copropriété installe des bornes avec une subvention, le syndicat peut-il revendre la borne au copropriétaire ensuite, qu'il possède ou non un véhicule électrique? Nous autres, disons qu'à ce niveau-là, nous, on n'empêche pas finalement, par exemple, de mettre la gratuité n'est pas obligatoire là, dans le programme maintenant. Euh, donc, s'il fait ça, ben, je dirais que ça serait, c'est pas correct, mais pour nous, s'il répond vraiment à tous les critères d'admissibilité du programme, il est admissible. Par la suite, ce qu'il fait avec sa borne, s'il la revend, nous autres, on n'est pas nécessairement au courant de cette chose-là, puis on ne s'est pas basé là-dessus pour offrir la subvention. Donc, je vous dirais que ça ne serait pas nécessairement interdit, là, et nous autres, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde. Ok, super, merci. Une autre question donc, qui nous vient de Gérald. Donc, en tant qu'électricien retraité, puis-je faire l'installation moi-même pour une borne? Ben, nous, ce qui est important, puis c'est pas nous, c'est vraiment ça, c'est le code de construction, puis la régie du bâtiment qui exige que la personne qui fait l'installation ait sa licence 16. Euh, donc, nous autres, on est vraiment, dans le cas d'une borne à domicile qui a déjà, ben, ou encore d'un multilogement qui a déjà l'infrastructure est présente, nous, dans le cas de borne à domicile, on va juste exiger des photos. Dans le cas de multilogement, on va demander une conformité d'installation par un électricien. Mais, dans son cas à lui, c'est difficile, s'il n'y a pas de facture puis il n'y a pas déjà eu la prise avec les choses, ben, on est, surtout pour un bâtiment, je vous dirais que là, officiellement, il contrevient, s'il n'y a pas sa licence 16, il contrevient au code de construction, là. Donc, ça serait, mais par contre, nous autres, si tout est légal, puis on est, on y va avec ce qu'on a comme pièce justificative, là. Fait que si c'est fait par le deuxième voisin, puis il y a en borne à domicile, là, nous autres, les photos sont admissibles, là. Ok, super, merci. Une autre question, c'est si je déménage dans un condo, ai-je droit à nouveau, de nouveau droit à la subvention pour l'installation et la borne pour un même véhicule? Non, c'est vraiment la borne est associée au véhicule. Donc, une fois que le véhicule a déjà eu une borne, il y a pas de, il y a pas, on donne pas une deuxième subvention. Ok, même si la personne est passée, par exemple, de résidence à condo? Oui, c'est ça. L'objectif du programme est toujours de réduire les gaz à effet de serre. Donc, le fait de, de, euh, de racheter une deuxième borne, ça augmente pas la réduction des gaz à effet de serre puisque c'est le même véhicule. Donc, on l'a subventionné une première fois, le véhicule avec sa borne, donc on ne le subventionne pas une deuxième fois. Ok, merci beaucoup, c'est plus clair. Euh, ok, une autre question de Guy Lajoie. Étant donné le coût des véhicules électriques et l'impact environnemental de leur construction, est-ce qu'il pourrait y avoir un programme de subvention pour la conversion de véhicules à essence? Euh, Peut-être pour l'instant, c'est pas dans les plans pour le programme Rouler vert. Peut-être qu'il va y avoir on est
en constante étude là, de différentes possibilités pour améliorer là, la situation. Fait que ça pourrait être éventuellement quelque chose qui pourrait être regardé, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Ok, d'accord. Merci. Une autre question de François Régis. Donc, je suis locataire, bâtiment de 2 logements. Je comprends que je peux faire une demande de subvention, mais pour l'installation, c'est le propriétaire qui le fait faire par un électricien qui reçoit quoi? Mais en réalité, là, dans le cas d'un locataire, là, c'est toujours un petit peu embêtant, là, parce que la personne, nous, le propriétaire d'un duplex, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de véhicule à lui, il ne peut pas faire de demande de subvention. Par contre, là, son locataire peut faire la demande, là, ça serait de s'organiser avec le propriétaire là, pour. C'est le locataire qui recevrait la subvention parce que c'est lui qui lierait son véhicule à la borne et à l'installation. Puis là, par la suite, là, il faut qu'ils s'organisent entre eux autres là, pour que les deux soient admissibles là, à une partie de la subvention. Mais là, il faut préfère faire très attention au niveau des duplex. On les réfère à borne à domicile, donc c'est le forfaitaire de 600 $. Et merci, très intéressant. Sinon, une autre question, on va peut-être prendre 2 dernières, puis clôturer. Donc, est-ce que vous pensez aux subventions pour le commercial? Le Parce que ben, on subventionne déjà les véhicules. S'il y en a qui achètent des véhicules pour un parc de véhicules, on les subventionne au même prix qu'un véhicule particulier là, qui achète un seul véhicule. Donc, comme si on prend par exemple Vidéotron qui déciderait de changer sa flotte, obtient 7 000 par véhicule là, si le véhicule est admissible, bien sûr. Puis, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Puis, au niveau des bornes, ben, on subventionne déjà les bornes au travail là, à 50 là, de l'acquisition-installation. Et je ne sais pas dans quel autre sens qu'ils voudraient qu'on subventionne le commercial, là, mais Moi, c'est comme ça que j'avais compris la question. Donc, je pense que c'est bon. D'ailleurs, je rajoute d'ailleurs que sur le site internet de Roland Électrique, on a une section électrique en parc de véhicules où on donne plein de ressources et aussi une liste des programmes financiers, de financement en fait pour les organisations, donc tout ce qui touche au commercial, aux entreprises. Donc, si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil, on va vous donner à la fin le courriel, enfin le site internet. Sinon, pour une dernière question/commentaire, en fait, si le véhicule neuf n'est pas encore en notre possession et qu'on veut faire en fait une demande de subvention pour l'achat et l'installation de la borne, est-ce qu'on peut quand même faire la demande avec juste le numéro de série du véhicule ou il faut vraiment être en possession du oui, il faut véhicule? être en possession du véhicule. Ça, c'est nécessaire. Ok, Donc, super. il doit attendre d'avoir le véhicule pour pouvoir faire sa demande de bord. Ok, ben super, ça fait le tour des questions. Sinon, je vais juste te remercier, Stéphanie, pour cette Pas de belle présentation problème. détaillée du programme. Puis pour les Oui, participants, on espère que vous avez apprécié le webinaire et que vous avez désormais une meilleure connaissance du programme Rouler Vert. En fait, un sondage d'appréciation ainsi que le lien YouTube vous sera envoyé par courriel demain. Vos retours sont très importants pour nous et ça va nous permettre d'améliorer nos prochaines activités. Donc, on vous encourage fortement à aller le remplir. Sinon, le prochain webinaire qu'on a, c'est le 19 juin de midi à 13h sur les raisons d'entamer la transition énergétique au Québec et les outils pour y parvenir. Et pour plus d'informations sur les véhicules électriques ou pour participer à d'autres événements de la campagne, on vous invite à visiter www.roulantelectrique.ca. Puis, merci encore de votre présence et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. merci. Merci beaucoup.